Sehr verehrte Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen zum Nachmittagsteil unseres Körber History Forums. Und ich muss leider mit einer schlechten Nachricht beginnen. Ich habe eine schlechte und eine gute Nachricht für Sie. Und ich fange mit der schlechten an. Die schlechte ist, dass der Finanzminister Schäuble aus gesundheitlichen Gründen leider sehr kurzfristig absagen musste. Es tut mir leid. Wir wünschen ihm an dieser Stelle gute Besserung. Die gute Nachricht ist, dass EU-Kommissar Moscovici sich sehr gern bereit erklärt hat, das Gespräch über Deutschlands Rolle in Europa hier auf der Bühne mit unserem Moderator Matthias Nass gemeinsam, also ohne Herrn Schäuble, zu führen. Wir sind Ihnen sehr dankbar, Commissioner Moscovici, that you are here und dass Sie das möglich gemacht haben. Wie viel Deutschland verträgt Europa? Darüber wollen wir diskutieren. Die deutsche Frage ist eine Frage, die seit dem 19. Jahrhundert uns auf dem europäischen Kontinent intensiv beschäftigt. Und dass gute und versöhnliche Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich vor allen Dingen von unerlässlicher Bedeutung sind für das Wohl und Gedeihen unseres Kontinents, haben wir Europäer auch in der Geschichte Europas leidvoll erfahren müssen, weil wir nämlich gesehen haben, was passiert, wenn es nicht so ist, wenn Deutschland und Frankreich einander bekriegen, was in beiden großen Weltkriegen der Fall war. Wir freuen uns also heute sehr, dass wir jetzt hier an dieser Schnittstelle zwischen Politik und Geschichte über Deutschlands Rolle in Europa sprechen können. Begrüßen Sie mit mir sehr herzlich den EU-Kommissar für Wirtschafts- und Finanzangelegenheiten, Steuern und Zollunion, Pierre Moscovici. Wir freuen uns sehr. Und unseren Moderator Matthias Nass, internationaler Korrespondent der Zeit. Und jetzt bitte ich Sie auf die Bühne. Dankeschön. Ja, guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zu diesem Gespräch heute Nachmittag, das leider jetzt ein Zweiergespräch wird, das haben wir jetzt heute Morgen erfahren. Auch wir wünschen Herrn Schäuble gute und baldige Genesung. Wir sprechen, Herr Kommissar Moscovici und ich, über Deutschland in Europa oder wie der genaue Titel lautet: Wie viel Deutschland verträgt Europa? In diesem Titel klingt natürlich schon mit, zu viel Deutschland verträgt Europa eher nicht. Es ist eine etwas provozierende Frage deshalb, die andeutet, dass Deutschland heute in Europa eine sehr starke Stellung hat, für manche eine zu starke wahrscheinlich. Die deutsche Politik hat sich in den vergangenen Jahrzehnten allerdings immer dagegen gesperrt, eine Führungsrolle in Europa zu übernehmen. Sie hat sich nach meinem Eindruck immer etwas kleiner gemacht, als sie vielleicht wirklich ist. Aber man hat dann auch gesehen in den verschiedenen Krisen der letzten Jahre, in der Finanzkrise, in der Staatsschuldenkrise, in der Griechenlandkrise, die auch alle ineinander übergingen, da hatte die Stimme Deutschlands dann doch ein sehr, sehr großes Gewicht. Und die Bundesregierung hat ihre Vorstellungen auch durchaus machtbewusst und selbstbewusst vertreten. Sie hat allerdings, jedenfalls ist das mein Eindruck, immer versucht, deutsche und europäische Interessen in Einklang miteinander zu bringen. Denn eines, das haben wir aus der Geschichte, und es soll ja heute auch etwas um den historischen Hintergrund unserer gegenwärtigen politischen Lage gehen, denn eines haben wir, glaube ich, wirklich gelernt als Deutsche aus unserer nationalen und europäischen Geschichte: Nur wenn es Europa gut geht, dann kann es auch uns in Deutschland gut gehen. Mit anderen Worten, eine der wichtigsten Lehren aus der Geschichte war für uns, dass wir ein Volk guter Nachbarn werden wollen. Ob uns das gelungen ist, darüber wollen wir heute sprechen. Und ich freue mich sehr, dass ich dazu Pierre Moscovici begrüßen darf, der eben schon vorgestellt worden ist. Vielleicht noch ein paar weitere kurze Daten. Bevor er in die EU-Kommission eingetreten ist, war Herr Moscovici französischer Europa- und Finanzminister.
Für die Sozialistische Partei war er Abgeordneter sowohl im Europäischen Parlament als auch in der französischen Nationalversammlung. Auch von mir, Herr Moscovici, einmal herzlich willkommen. Einen Tag nach dem Tode Helmut Kohls kann man über unser Thema heute Nachmittag natürlich nicht sprechen, ohne auch über diesen großen Deutschen und großen Europäer zu sprechen. Denn ihm, Kohl, dem Politiker und studierten Historiker, ihm war das Spannungsverhältnis zwischen Deutschland und Europa natürlich immer bewusst. Und dieses Spannungsverhältnis hat seine Politik ganz wesentlich geprägt. Deshalb würde ich gern zu Beginn nach Helmut Kohl fragen, wenn ich darf. Herr Moscovici, das unbeirrbare Eintreten für Europa, war das vielleicht die eigentliche Lebensleistung, die eigentliche politische Leistung Helmut Kohls? Ist es fair, das so zusammenzufassen? Neben der Einheit Deutschlands natürlich. D'abord, avant toute chose, je veux vous remercier de votre invitation que j'ai acceptée avec un très grand plaisir. Dire le regret que j'ai de ne pas pouvoir être aux côtés de Wolfgang Schäuble, qui a été mon homologue quand nous étions tous les deux ministres des Finances, lui de la République fédérale d'Allemagne, moi de la France. Ça a duré 2 ans, de 2012 à 2014. Il est toujours ministre des Finances de l'Allemagne et qui est encore mon partenaire au sein de l'Eurogroupe ou du Conseil ECOFIN. Nous étions ensemble hier à Luxembourg, avant-hier. Nous avons trouvé un très important accord sur la Grèce. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. C'est une personnalité pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration, pour son courage, son intelligence, son humour, son intelligence remarquable, et qui est un ami. Et je lui souhaite un prompt rétablissement parce qu'on a vraiment besoin de lui. Son rôle est irremplaçable. Et puis, c'est vrai que je suis ici un jour après la mort d'Helmut Kohl. J'ai un peu connu Helmut Kohl, pas beaucoup, mais de 1997 à 1998, alors qu'il finissait son mandat à la chancellerie. J'étais moi-même à l'époque le jeune ministre des Affaires européennes de la France, et donc j'ai eu l'occasion de le rencontrer dans beaucoup de réunions bilatérales avec le président Chirac, le Premier ministre Jospin, dans des sommets franco-allemands, immédiatement d'ailleurs après l'élection de juin 1997. Et puis bien sûr, je l'ai suivi comme un jeune responsable politique et comme un jeune citoyen. Et il faut être conscient, mais vous l'êtes, que c'est vraiment un géant de l'histoire européenne qui a disparu avec lui, qu'il a joué un rôle absolument considérable. Et au fond, il est un peu à l'interface des sujets dont nous parlons, parce qu'il a été un grand Européen et un grand Allemand. Et on peut être un grand Européen et un grand Allemand ensemble. Il n'y a aucune contradiction entre les deux. Helmut Kohl, évidemment, est l'homme de la réunification de l'Allemagne. Et là, il a joué un rôle absolument majeur. Mais il est aussi l'homme de la réunification de l'Europe, parce qu'il a lancé, avec d'autres, l'élargissement, la réunification de l'Union européenne. Quand j'ai débuté en 1997 comme ministre des Affaires européennes, la capitale de l'Allemagne n'était pas à Berlin, elle était à Bonn. C'était tout un symbole, d'ailleurs, d'avoir ce grand pays qui était dirigé par un pouvoir qui se situait dans une ville d'eau assez modeste. Et puis on est passé à Berlin, et là maintenant l'Allemagne est vraiment au cœur de l'Europe. Elle l'est politiquement, elle l'est géographiquement. Tout ça, on le doit beaucoup à Helmut Kohl. Et puis enfin, pour un Français, il représente aussi cette amitié franco-allemande, amitié personnelle avec François Mitterrand, amitié politique avec lui et Jacques Delors, qui les ont amenés à proposer le marché intérieur européen. Et puis la monnaie unique, le traité de Maastricht, c'est leur œuvre commune. Et il fallait savoir renoncer à des attributs de souveraineté. La France a renoncé à une certaine conception de la politique budgétaire, pas assez au goût de nos amis allemands. Elle a accepté l'indépendance de la Banque centrale européenne. Ce n'était pas la culture française. Et l'Allemagne, de son côté, a accepté de renoncer aux marques, qui est un attribut de souveraineté considérable. Tout ça, on le doit à Helmut Kohl. Enfin, je veux terminer par une image qui a marqué ma génération. Je suis né en 1957. C'est cette image, bien sûr, main dans la main, d'Helmut Kohl et François Mitterrand à Verdun,
J'en parlais avec Jacques Attali ce matin, qui était le conseiller de François Mitterrand, et qui me rappelait que c'était une initiative de François Mitterrand qui avait surpris Helmut Kohl quand le président français lui a saisi la main. Mais ça, c'est quelque chose qui, dans la mémoire des Français, reste extraordinairement vivace sur ce terrain dramatique où sont morts des millions de Français et d'Allemands, voire le président français, le chancelier allemand ensemble, 70 ans après, c'était en 1984. Ça reste une image très forte. Et d'ailleurs, quand je suis devenu ministre des Affaires européennes, en 97, j'avais 2 photos dans mon bureau. Une photo du général de Gaulle avec Konrad Adenauer. Vous avez dit que j'étais socialiste, il ne l'était pas. Et une photo d'Helmut Kohl et François Mitterrand ensemble à Verdun. Un d'eux était socialiste. C'est pour dire que ce n'est pas une affaire de politique tout ça. C'est une affaire de cœur, c'est une affaire d'histoire, c'est une affaire de mémoire, et c'est une affaire d'amitié et de nécessité, parce que la France sans l'Allemagne, l'Allemagne sans la France, aujourd'hui, c'est pas grand-chose, au fond. Il faut qu'on se souvienne de ça. Gestern Abend, als im Fernsehen die Sondersendungen liefen, da wurden natürlich auch diese Bilder immer wieder gezeigt und dann wurde auch François Mitterrand nochmal eingeblendet und da hat er diese Geschichte im Grunde auch erzählt, wie er nach der Hand Kohls gegriffen hat. Und Kohl war in der Tat offenbar etwas überrascht, aber hat dann die Geste auch sehr schnell verstanden. Sie haben jetzt über die Europäer, Kohl und Mitterrand gesprochen und trotzdem, als damals die Stunde der Einheit sozusagen schlug, da war Mitterrand ja sehr zurückhaltend. Im Grunde hatte er ein Misstrauen gegenüber diesem jetzt viel größeren Deutschland. Das war bei ihm mindestens so deutlich wie bei Margaret Thatcher. Es war ganz anders bei den Amerikanern und wiederum anders bei den Russen. Können Sie uns noch mal vielleicht die Gründe bei François Mitterrand für dieses Misstrauen erklären? François Mitterrand a fait preuve sans doute de méfiance à l'égard de l'Allemagne réunifiée, et il a fait aussi preuve de réticence à l'égard de l'Europe réunifiée. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais quand est arrivée la chute du mur de Berlin, puis la chute de l'Union soviétique, il avait proposé un modèle qui n'était pas l'élargissement des pays d'Europe centrale et orientale à l'Union européenne. Il avait dit qu'il fallait créer une confédération qui aurait peut-être d'ailleurs les frontières en vérité du Conseil de l'Europe, avec plusieurs cercles, et garder au fond l'Union européenne pour le noyau initial qui était à l'époque de 12 puis 15 États membres. C'était 12 États membres quand il a fait cette proposition en 1990. Je ne donne pas raison à François Mitterrand là-dessus. Je pense qu'il fallait absolument que l'Allemagne se réunifie. Ça va de soi, puisque c'est un peuple, puisque c'est une nation qui avait été séparée par un événement tragique qui était la guerre froide et la guerre tout court. Et donc je pense qu'il était tout à fait important que cela se produise. De la même façon, je pense que François Mitterrand, pour lequel j'avais la plus grande admiration, avait tort de ne pas souhaiter l'élargissement des pays d'Europe centrale et orientale, et que sur ces 2 sujets, Helmut Kohl avait raison. Alors pourquoi François Mitterrand a-t-il réagi comme ça? Je n'étais pas assez proche de lui pour le dire. Il me semble que c'était sans doute lié à sa propre histoire. Il était plus âgé qu'Helmut Kohl. Helmut Kohl était né en 1930, François Mitterrand était né en 1916, pendant la Première Guerre mondiale. Il avait été prisonnier de guerre en Allemagne en 1940. Et il y avait sans doute de sa part à la fois l'idée d'une réconciliation avec l'Allemagne de l'Ouest, mais aussi une forme de défiance par rapport à la puissance allemande, et l'idée que cette Europe de 80 millions d'habitants, située au cœur de l'Europe, avec une capitale qui allait devenir Berlin, pouvait être non pas un danger, mais qu'il fallait de l'équilibre. Il a d'ailleurs, François Mitterrand aussi, à un moment donné, été un peu surpris par la chute de l'Union soviétique, et il a, par rapport à ça, manifesté aussi. Il aimait bien le statu quo, finalement. Mais il faut lui rendre justice. Ces hésitations n'ont pas duré longtemps. Ça n'a pas été une opposition, ça a été une réticence. Et puis ensuite, il y a eu la relance de cette Europe avec le traité de Maastricht et la création de l'euro. Donc je dirais qu'ils ont sans doute débattu. Ils n'étaient pas d'accord initialement, mais ils sont arrivés au même point.
Wobei ich glaube, dieses Misstrauen lag nicht nur in seiner Person und nicht nur in seiner persönlichen Biografie. Dieses Misstrauen war in ganz Europa zu spüren. Ich sagte schon, das war bei Margaret Thatcher sehr, sehr deutlich. In Italien war es zu hören. Bei fast allen Nachbarstaaten gab es so ein Unwohlbewusstsein, ob dieses Deutschland nicht doch jetzt plötzlich wieder zu groß wird. Ob es die Lehren aus der Geschichte wirklich gezogen hat. Sie haben vorhin von der Bescheidenheit gesprochen, die darin zum Ausdruck kam, dass Bonn die Hauptstadt damals war. Hat dieses jetzt größere Deutschland mit der Hauptstadt Berlin, hat es noch diese Bescheidenheit aus Ihrer Situation oder ist es heute ein unbescheidenes Land? Je pense qu'il y a à la fois en Allemagne des empreintes historiques de la période tragique que le pays a connue et qui a marqué l'Europe de manière dramatique avec la Shoah. Il y a un attachement à la démocratie en Allemagne qui est tout particulier. Chaque fois que nous parlons de la Grèce, par exemple, avec Wolfgang Schäuble, c'était encore le cas avant-hier, il nous dit toujours « oui, mais moi, je dois passer devant le Bundestag ». Il y a toujours cette idée du contrôle du législatif sur l'exécutif, cette idée qu'il faut toujours se ramener à cette forme de légitimité. Il y a une prudence par rapport à la défense européenne. Tout ça, ça existe encore. Mais non, l'Allemagne que je vois aujourd'hui n'est plus une Allemagne timide, n'est plus une Allemagne qui doute de sa puissance, c'est une Allemagne qui est consciente de sa force et qui a pris toute sa place dans le concert des puissances. Quand on est, comme moi, depuis très longtemps dans les affaires européennes, mon premier mandat de député européen était en 1994 et j'ai effectivement siégé dans toutes les instances et je suis encore aujourd'hui depuis 5 ans au sein d'un conseil et pas le moindre, le conseil ECOFIN. Le poids du ministre allemand est un poids considérable. C'est un poids qui est lié à sa personnalité, très remarquable, mais c'est un poids qui est lié tout simplement à ce que l'Allemagne représente économiquement. De loin, la première puissance d'Europe, avec des idées qui sont assez précises, celles qu'on appelle les idées de l'ordo-libéralisme. Et donc, Wolfgang Schäuble, à l'Eurogroupe, c'est un homme qui compte, qui pèse, qui a une influence absolument considérable et qui ne se comporte pas avec timidité, croyez-le. Il ne se comporte pas avec arrogance non plus, mais la timidité ne me paraît pas être le bon mot pour caractériser son rôle. Et de la même façon, Mme Merkel, sur les affaires européennes, est consciente aussi qu'elle est la chancelière d'un grand pays européen. Elle n'abuse pas. Alors je pense qu'il y a toujours de la part de l'Allemagne un contrôle, une réserve, la conscience du passé, mais qu'il y a aussi dans le présent la conscience d'une force et d'une puissance dont il ne s'agit pas d'abuser, mais qui n'est pas non plus aujourd'hui totalement retenue, disons-le. C'est une puissance bienveillante, c'est une puissance positive. Ce n'est pas une puissance offensive, ce n'est pas une puissance dangereuse, mais c'est une vraie puissance qui compte dans le monde entier et qui, évidemment, en Europe, a le premier rôle. Elle a d'autant plus le premier rôle que la France a vu le sien un peu s'effacer à certains égards, parce que justement la France a décroché économiquement de l'Allemagne depuis le début des années 2000, parce que la France connaît des problèmes de finances publiques, évidemment, que l'Allemagne ne connaît pas, parce que la France ne respecte pas aussi bien que l'Allemagne les règles européennes. Alors la France reste aussi une grande puissance, elle est puissante militairement, elle est puissante par son rôle au Conseil de sécurité, elle est puissante par le fait qu'elle est une puissance nucléaire, elle joue un rôle clé sur le plan politique, mais il est important maintenant que la France fasse aussi son travail de réforme et fasse un effort de rattrapage économique par rapport à l'Allemagne. Parce que ce qui rend Mme Merkel aussi forte, ce qui rend l'Allemagne aussi forte, c'est à certains égards, non pas l'effacement, mais les difficultés qu'a pu connaître le partenaire français, y compris sur le plan politique. Et je le dis comme ancien ministre. Wir werden das im Einzelnen alles noch vertiefen, glaube ich, wenn wir die Zeit dazu haben. Ich würde aber gern auf die Aktualität dieses Jahres erst einmal mit Ihnen zu sprechen kommen. Dieses ist ja ein besonderes Jahr, ein Wahljahr, ein wichtiges Wahljahr für Europa mit den Wahlen in Holland, in Frankreich, jetzt unerwartet dann dazwischen noch in Großbritannien und am Ende dann auch hier in Deutschland. Und vor diesem Wahljahr hatten viele Sorgen.
weil viele ein Erstarken des Rechtspopulismus erwartet hatten. Und das besonders natürlich in den Niederlanden und ganz besonders in Ihrem Land, in Frankreich. Nun ist das ja alles ein bisschen besser ausgegangen, als man vielleicht befürchtet hatte. Und in Frankreich hat sich was Wichtiges gezeigt. Und danach wollte ich Sie fragen. In Frankreich hat sich gezeigt, dass man mit einem klaren Bekenntnis zu Europa Wahlen gewinnen kann. Macron hat sich zu diesem Europa sehr, sehr dezidiert, um nicht zu sagen leidenschaftlich bekannt. Welche Lehren müssen wir daraus ziehen? Waren wir vielleicht, was die Frage eines Bekenntnisses zu Europa angeht, etwas zu ängstlich, etwas zu kleinmütig und haben wir jetzt gelernt, man muss dieses Thema anders angehen? Si j'étais venu ici il y a un an, le climat aurait bien sûr été très différent. Il y a un an, l'Europe vivait dans la crainte du populisme. On voyait approcher des élections autrichiennes et on avait peur que le candidat de l'extrême droite devienne le président de la République autrichienne. On voyait approcher les élections aux Pays-Bas et on craignait que M. Wilders emporte les élections aux Pays-Bas. Et on voyait approcher les élections françaises et on avait peur de Mme Le Pen. Au cours des très nombreuses discussions que j'ai avec Wolfgang Schäuble, j'ai toujours compris à quel point cet homme était inquiet de la montée du Front National. Depuis 5 ans, à chaque fois que nous nous voyons, nous parlons de la montée du Front National. Et maintenant, on est dans un paysage radicalement différent, de peu, mais tout de même. M. Van der Bellen est devenu le président autrichien. M. Wilders a été battu nettement. Et Mme Le Pen a été battue également nettement. Donc, on peut avoir l'impression qu'avant, on était dans la crainte du populisme et que maintenant, on est dans une espèce de vent d'optimisme européiste formidable. D'autant plus que, c'est vrai, Emmanuel Macron a fait une campagne très pro-européenne au premier tour et au deuxième tour. Et d'ailleurs, au deuxième tour, pour moi, l'élection française a été une forme de référendum sur l'euro. Il y a 2 tiers de Français qui sont favorables à l'euro. Il y a 2 tiers de Français qui ont voté pour Emmanuel Macron contre Mme Le Pen, qui a regroupé les anti-euros. Est-ce que tout va bien pour autant? Non. Je pense qu'il faut être plus prudent que cela. D'abord, première remarque, le populisme a perdu des batailles, mais il n'a pas perdu la guerre. C'est vrai que M. Wilders n'a pas gagné, mais il est le second. C'est vrai que l'extrême droite n'a pas gagné en Autriche, mais elle a fait 47%. C'est vrai que Mme Le Pen n'a pas gagné, mais elle a fait 11 millions de voix en France. Et l'aliment du populisme, l'inégalité, l'injustice, l'insécurité, la haine de l'autre est toujours présent. Et le populisme nous guette. Donc ne soyons pas, j'allais dire, soulagés en pensant que c'est terminé. Pensez aussi qu'en France, au premier tour, non pas au deuxième tour, les candidats qui étaient anti-euro ont quand même fait 50% des voix. Si vous ajoutez Mme Le Pen, plus M. Mélenchon, plus d'autres petits candidats, vous avez 50% des Français au premier tour qui ont voté pour des formations qui n'étaient pas pro-européennes au sens propre du terme. Quelles conclusions en tirer? J'en vois 2. La première, c'est que oui, il faut être résolument pro-européen et que c'est ça qui fait encore gagner les élections. Et vous avez de la chance en Allemagne parce que vous n'avez pas ce danger. Quand je vois les grandes formations politiques, je ne parle pas de l'AfD, mais toutes les autres sont pro-européennes. Je ne sais pas qui sera le prochain chancelier de la République fédérale d'Allemagne. J'ai un énorme respect pour Mme Merkel comme leader. J'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'elle a fait sur les migrants, où elle a pris des risques, en tout cas de son discours humaniste. Mais M. Schulz aussi est un pro-européen. Donc il faut être pro-européen. Mais la deuxième chose, j'en finis, c'est qu'il faut aussi changer l'Europe. Il faut réformer l'Europe. Et c'est là où peut-être la question jusqu'à maintenant, je n'ai dit que des choses très gentilles, parce que je les pense. Mais je veux en dire une qui n'est pas moins gentille, mais que je pense aussi. Je pense que l'Allemagne doit être consciente que bien sûr elle défend ses intérêts nationaux, qu'il y a sa propre souveraineté, qu'il y a sa propre démocratie, mais que parce qu'elle est aussi forte qu'elle l'est, elle a des devoirs envers les autres, des devoirs envers les autres Européens, et qu'elle doit accepter que son modèle ne vaut pas pour tous, que l'ordolibéralisme, ça marche en Allemagne, ça ne marche pas forcément partout, que les règles budgétaires, elles valent pour tous, mais qu'elles doivent parfois être plus flexibles pour certains, et que quand on aime la démocratie chez soi, on doit aussi l'aimer ailleurs, par exemple en Grèce. Et donc, on a besoin d'une Europe qui prenne en compte
cette donne nouvelle et qui se réforme. Parce que non, les Européens, je vous le dis, mes amis allemands, ne vous ressembleront pas tous, n'ont pas tous les mêmes caractéristiques. Et donc, il faudra bien qu'on résolve les divergences économiques, politiques, démocratiques en Europe. Donc, il faut aussi Sie haben changer. in einem Interview mal so hübsch gesagt, da wurden Sie auch nach diesen Fragen, da wurden Ihnen diese Fragen gestellt und dann sagten Sie ja, ihr habt ein Vorurteil gegen uns gegenüber, ihr Deutschen, den Franzosen gegenüber, ihr haltet uns alle für unzuverlässig. Und wir halten euch für viel zu rigide. Und an beiden haben Sie dann gesagt, ist wahrscheinlich auch was dran. Also sollen die Deutschen auch ein bisschen unzuverlässig werden und die Franzosen ein bisschen weniger rigide? Oder wo findet man sich da? J'avais dit, je crois de tête, que l'image comme ça générale était que les Français étaient peu crédibles, mais qu'ils avaient de bonnes idées, et que les Allemands étaient trop rigides, et que parfois ils devraient s'ouvrir aux idées des autres. Ma conclusion, c'est qu'il faut que les Français deviennent plus crédibles. Et ça, c'est mon message de commissaire européen à M. Macron, comme je le faisais à François Hollande avant lui. C'est que la France a intérêt à être exemplaire. Je souhaite que la France fasse les réformes dont son économie a besoin. Je souhaite que la France obéisse aux règles européennes en matière de finances publiques. Autrement dit, qu'elle passe sous les 3% de déficit maintenant, en 2017, 2018 et pour la suite. Comme commissaire européen et comme Français, je ne verrai pas l'avantage que la France soit le seul pays d'Europe à être en procédure de déficit excessif. Parce que si on veut être leader, il faut d'abord être exemplaire chez soi. Ça, c'est très important. Mais je pense en effet que l'Allemagne devrait comprendre aussi qu'il y a chez certains des besoins de flexibilité, qu'il y a besoin de solidarité avec ses voisins, que l'Allemagne a besoin d'investir plus pour elle-même, pour ses infrastructures, mais aussi qu'il y a des déséquilibres macroéconomiques en Allemagne, que quand vous avez un pays comme la France qui a 50 milliards d'euros de déficit du commerce, pendant que l'Allemagne a 250 milliards d'euros, alors il n'est pas illogique que la France cherche à réduire son déficit, mais que l'Allemagne utilise aussi ce surplus, qui est considérable, à investir pour le bien commun. Je pense qu'il faut qu'on trouve cet équilibre entre nous, pour le bien de l'Europe, pour réduire les divergences. Parce que, projetons-nous, non pas il y a un an, non pas aujourd'hui, mais dans 10 ans. Si dans 10 ans, vous avez dans ce pays, aux Pays-Bas, chez les pays les plus riches, les plus prospères, l'impression que, voilà, on est le tiroir-caisse, on paye pour les autres, qui ne font pas d'efforts. Croyez-vous qu'on va encore aimer l'euro en Allemagne? Non. Si au sud de l'Europe, en Grèce, en Espagne, en Italie, on a toujours l'impression qu'on est obligé de mener des politiques d'austérité, mais qu'on a une croissance faible et qu'on n'a pas les moyens de se développer, est-ce que vous croyez qu'ils vont aimer l'euro? Non plus. Donc la principale question, c'est comment est-ce qu'on fait converger les Européens et les économies européennes? Et ça passe d'abord par la convergence franco-allemande, convergence économique. Vous savez, je suis, vous l'avez dit, socialiste, je le reste. Je suis commissaire européen chargé de l'économie et des finances. Et quand je suis arrivé, il y a certains qui se sont dit un socialiste qui va s'occuper de faire respecter les règles, c'est pas terrible. En Allemagne, un certain nombre de gens ont fait des remarques là-dessus, mais quand même, est-ce que ce ne serait pas un braconnier devenu garde-chasse? Est-ce que, par fonction, il ne va pas être laxiste? Je ne suis pas laxiste. Je suis là pour faire appliquer les règles. Les règles sont les règles, pour tous. Mais je suis là aussi pour dire que les règles, c'est pas plus mal quand elles sont intelligentes, quand elles sont subtiles, quand on est capable de ne pas punir les autres, mais de les inciter à faire des réformes. Et donc je me sens à l'aise finalement avec cette double culture finalement. Et je pense qu'on en a besoin en fait, on a besoin des deux cultures. On a besoin de la culture de stabilité allemande, du respect de la règle que vous promouvez. On a aussi besoin d'une culture de réduction des inégalités, d'intégration que la France peut proposer. Et il faut tirer le meilleur des deux et l'agréger ensemble. C'est comme ça que l'Europe réussira et que l'euro non seulement survivra, mais créera une adhésion politique. Parce que, pour vous rejoindre la première question que vous posiez, oui, il faut être résolument pro-européen, mais il faut être des pro-européens pour toute l'Europe.
pour toute la zone euro, pas seulement avec un modèle qui est le modèle national. Wie müssen wir uns das vorstellen? Nun ist Wolfgang Schäuble ja leider heute nicht hier. Wenn Sie zusammensitzen, Sie beiden, unter 4 Augen sprechen, können wir ja mal so simulieren. Was sagt er Ihnen dann und was sagen Sie? Er sagt Ihnen dann, könnt ihr nicht mal ein bisschen mehr sparen in Paris und in Brüssel? Und Sie sagen ihm, gerne, aber nun investiert auch mal ein bisschen mehr bei euch zu Hause und in europäischen Nachbarländern. Wie muss man sich so ein 4-Augen-Gespräch vorstellen? Ja, wir sind ja im kleinen Kreis. Ja. D'abord, il faut que vous imaginiez que nous sommes 2 amis. Et ça aide beaucoup d'être amis parce qu'on peut se dire les choses franchement. Il faut ensuite que vous imaginiez que nous sommes 2 amis qui ne sont pas toujours d'accord sur tout. Je ne peux pas faire comme si c'était le cas. On a des discussions qui sont d'autant plus amicales qu'elles sont franches, d'autant plus franches qu'elles sont amicales. Alors, il y a un point sur lequel vous vous trompez. C'est sur ce que dit Wolfgang Schäuble quand il parle au ministre français, que ce soit moi-même quand je l'étais, Michel Sapin, aujourd'hui sans doute Bruno Le Maire. Il y a une phrase que Wolfgang Schäuble dit toujours qui marque le grand Européen qu'il est. Il dit toujours « Je suis là pour aider la France. On a besoin de la France. Vive la France ». Il n'est jamais à l'égard de la France dans une attitude disciplinaire. Et je l'ai toujours vu compréhensif avec la France. Il dit « Vous devez vous réformer. Vous devez réduire vos déficits, mais je suis capable de comprendre vos problèmes. » Et nous disons aussi qu'on comprend la logique allemande. Après, où y a-t-il des différences? Parce qu'il y en a. Il y a des différences sans doute sur le degré de solidarité et de responsabilité, sur le partage entre la réduction des risques et le partage des risques. C'est vrai que Wolfgang Schäuble, par sa culture politique, pense plutôt qu'il faut mettre l'accent sur la responsabilité et sur la réduction des risques. Et moi, par la mienne, j'aurais tendance à mettre l'accent sur la solidarité et sur le partage du risque. Mais en vérité, on doit être capable de se retrouver parce que partage du risque et réduction du risque, ce sont les 2 faces de la même médaille. Responsabilité et solidarité, ce sont aussi les 2 faces de la même médaille. Je pense par ailleurs que Wolfgang Schäuble, avec le temps, on est venu à... qui était le père de la carrière en Europa. J'étais venu ici à Berlin pour le 20e anniversaire du discours Schäuble-Lamers. Il en est venu à parfois avoir, non pas des réticences, mais à penser que les institutions européennes doivent être bien encadrées. Et moi, je pense qu'il faut que la Commission européenne reste un partenaire de confiance entre la France et l'Allemagne. Vous savez, on parlait d'Helmut Kohl et François Mitterrand. Ils étaient 2, mais en fait, ils étaient 3, parce qu'il y avait avec eux Jacques Delors. Et pour que l'Europe avance, ça c'est mon expérience constante depuis plus de 20 ans, il faut un président français, nous n'avons eu que des hommes, donc je dis un président, qui soit inspiré par l'Europe. Il faut un chancelier ou une chancelière allemande qui soit inspirée par l'Europe. Et il faut une Commission européenne qui fait de bonnes propositions, qui soit capable de nourrir aussi la dialectique entre les 2 autres. Ben, je crois que cette recette-là, elle est encore bonne. Et que c'est l'exemple de Kohl, Mitterrand, Delors qui représente le mieux la période où l'Europe a su être créative dans la période récente en tout cas. Wir haben ja jetzt in Paris eine Regierung, die lange nicht so deutschlandfreundlich war wie diese. Wir haben mehrere Minister, die ausgezeichnet, um nicht zu sagen fließend Deutsch sprechen, die in Deutschland gelebt haben, meistens in ihrer Jugend. Ist das jetzt eine große Chance, und die dann auch wahrgenommen werden muss, dass der deutsch-französische Motor sozusagen wieder endlich anspringt und dass diese Zusammenarbeit, die ja für Europa unverzichtbar ist, neuen Schwung bekommt und Europa damit auch neue Impulse geben kann? Alors, je voudrais d'abord... oui, c'est une opportunité majeure. Mais je voudrais, avant de dire ce qu'il faut en faire, à mon sens, puisqu'on est dans une conférence historique, qu'on se souvienne quand même que ce n'est pas maintenant que va s'affronter la coopération franco-allemande. Il y a eu beaucoup de couples, de tandems franco-allemands, et tous ont eu leurs forces et leurs faiblesses, mais il
il y a toujours eu des gestes symboliques et des accords très forts. Enfin, pour garder des images, vous avez l'image de Gaulle-Adenauer. C'est pas facile de voir ces deux hommes qui ont porté cette réconciliation de cette façon-là. Il y a l'image Kohl-Mitterrand. Mais plus près de nous, quand la France a connu des attentats et que Mme Merkel est venue et qu'elle a posé sa tête sur l'épaule de François Hollande, croyez que pour les Français, ça a été un moment absolument marquant de voir que quand nous sommes touchés, les Allemands sont là. De la même façon que quand l'Allemagne est touchée, les Français sont là. Et donc, je crois qu'il faut être conscient qu'il y a cette dynamique franco-allemande qui existe toujours. Les rapports entre Nicolas Sarkozy et Mme Merkel étaient peut-être compliqués, mais ils ont fait beaucoup pour le combat contre la crise. Les rapports entre François Hollande et Mme Merkel étaient aussi des rapports, je crois, forts et satisfaisants. Donc, la chance, c'est aussi qu'on ne part pas de rien. Il y a aussi les sociétés civiles, il y a les intellectuels, il y a les échanges diplomatiques, tout ça est constant. Il y a l'économie qui nous joint. Donc, je dirais que la base de la relation franco-allemande, elle est saine. Après, on peut aller plus loin. Et c'est là où il y a une opportunité maintenant. À quoi est-elle due, cette opportunité? Il y a même une grosse fenêtre d'opportunité. Elle est liée au fait que, il y a maintenant en France un président qui a été élu sur un agenda pro-européen, résolument pro-européen, qui va avoir demain une majorité tellement énorme qu'il ne sera pas embarrassé par des anti-européens dans sa majorité. Il n'y en aura pas. Donc ça, ce qui n'était pas le cas de François Hollande, qui devait composer avec une donne politique un peu plus compliquée. Nicolas Sarkozy aussi, d'ailleurs. Donc ça, c'est un atout. 2, vous avez, c'est vrai, un gouvernement où il y a beaucoup de locuteurs allemands, des gens qui connaissent bien l'Allemagne, qui aiment l'Allemagne, qui sont proches de l'Allemagne. Vous avez surtout une donne extérieure qui est tout à fait majeure, qui est que vous avez un président des États-Unis qui est agressif à l'égard de l'Europe, agressif à l'égard de l'Allemagne. La façon dont il a parlé de l'Allemagne, pour moi, est absolument indigne, impossible, inadmissible. Et j'approuve la manière dont Mme Merkel a su réagir à cela. Et quand vous avez de grands partenaires internationaux qui cherchent à vous diviser, eh bien, votre réflexe doit être, au contraire, de vous unifier. De la même façon, le Brexit doit conduire les pays de la zone euro à se dire nous devons être encore plus proches les uns des autres parce que ensemble, nous allons représenter 85% du PIB de l'Union. Donc, la fenêtre d'opportunité, elle est économique et elle est politique. Il faut la saisir maintenant. Mais pour la saisir, encore faut-il être dans l'état d'esprit que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que chacun mette un peu d'eau dans son vin et bouge vers l'autre. De ce point de vue-là, pour être sur un sujet que je connais bien, je pense qu'en Allemagne, il faut accueillir, sinon favorablement, du moins avec intérêt positif, les propositions du président Macron quand il propose un ministre des Finances de la zone euro, un budget de la zone euro, un Parlement européen de la zone euro. Je sais que c'est compliqué le Parlement européen, mais au fond, l'Allemagne, à la fois se méfie du Parlement européen, c'est la jurisprudence de la Cour, mais aussi est le pays qui a proposé le plus le développement du rôle du Parlement européen. Je ne dis pas qu'il faut accepter les idées françaises, mais je dis qu'il ne faut pas les rejeter, qu'il faut en débattre, parce qu'au final, il faut que cette bonne relation ne soit pas juste une relation platonique, mais qu'elle aboutisse à un pas en avant, un saut, j'allais dire fédéral, en matière d'intégration européenne, et notamment d'intégration de la zone euro. Da wäre es natürlich wirklich gut, jetzt Wolfgang Schäuble hier zu haben, wenn man konkret über die Reformpläne des französischen Präsidenten, die ja zum Teil auch Ihre sind, sprechen würde. Also zum Beispiel die gemeinsame Finanzhoheit in der Eurozone, der gemeinsame Finanzminister. Auch Schäuble hat schon vor Jahren einen europäischen Finanzminister eigentlich gefordert. Und mir ist nicht klar, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, ob Macron und Schäuble dasselbe meinen, wenn sie von einem europäischen Finanzminister sprechen, mit denselben Kompetenzen, sich das beide vorstellen können. Aber darüber können wir ohne Ihnen jetzt wahrscheinlich nur spekulieren. Sie haben eben zu Recht gesagt, das ist ja vor allem ein historisches... Je ne pense pas qu'ils envisagent tout à fait la même chose.
Nee, das glaube ich auch nicht. In der Tat. Mais je pense qu'à la fin, il faut qu'on trouve une solution qui convienne aux uns et aux autres. Ça, j'en suis absolument persuadé. Ce n'est pas parce qu'on ne pense pas pareil initialement qu'à la fin, on ne doit pas trouver un compromis qui aille de l'avant. Et si Wolfgang était là, alors vous me demandez, imaginez le dialogue entre nous, je lui dirais, Wolfgang, il faut faire un pas en avant vers cette direction-là, parce que ce ministre des Finances n'est pas un super ministre des Finances. C'est juste quelqu'un qui pilote la zone euro de manière plus efficace pour plus de démocratie. Il y a 2 jours, on était à l'Eurogroupe. On a décidé d'une avancée dans le programme d'aide pour la Grèce. Mais moi, depuis 5 ans, je suis à l'Eurogroupe. Wolfgang Schäuble, il y est depuis 2009. C'est le plus ancien membre. Je dois être maintenant un des plus anciens derrière lui. Et on a pris, au cours de 80 réunions de l'Eurogroupe depuis 5 ans, des décisions qui sont majeures pour un peuple, le peuple grec, qui a souffert de la crise. Est-ce qu'il y a une personne ici qui sait ce qui se passe dans ces 4 murs, où il y a 23 personnes, 19 ministres des Finances, plus le commissaire, plus Mario Draghi, plus Christine Lagarde, plus Klaus Regling, le président du MES? Personne. Eh bien, je le dis, dans le monde d'aujourd'hui, prendre des décisions qui engagent des peuples, 11 millions de Grecs, avec des paramètres extrêmement techniques, sans qu'il y ait le moindre contrôle parlementaire, sans qu'il y ait la moindre transparence citoyenne, ça n'est plus possible. Et le jour où vous aurez un ministre des Finances avec un Parlement, eh bien, par définition, il y aura ce que vous, Allemands, vous exercez sur votre propre démocratie. Un contrôle, de la transparence. Je suis pour le contrôle et pour la transparence. C'est parce que je suis pour le contrôle et pour la transparence que je suis pour un ministre des Finances contrôlé par un Parlement. Et donc je pense qu'il faut qu'on ait ces débats, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas admissibles. Vous aimez la démocratie ici en Allemagne. Vous avez tous les contrôles démocratiques. Vous avez le contrôle du Parlement, vous avez le contrôle de la Cour. Quand on aime la démocratie chez soi, on aime aussi la démocratie chez ses partenaires. Et il faut imaginer que nous sommes en train de décider souvent à la place des Grecs de leur propre sort dans une instance qui est technocratique. Moi, je ne suis pas pour plus de technocratie. Je suis pour plus de démocratie. Et ça, c'est ce que je dis à Wolfgang. Je regrette qu'il ne soit pas là pour me répondre. D'accord. Es könnte natürlich auch so sein, ich meine, Macron hat seine Vorstellung vom Finanzminister, Schäuble und Merkel haben ihre Vorstellung vom europäischen Minister. Dann sagen sie, wir kennen ja, wir haben ja zum Glück da den Pierre Moscovici, machen wir es doch mit dem mal. Und dann sehen wir, ob er mit seinen Vorstellungen als Sozialist und als Franzose, aber mit der Kenntnis Deutschlands zu einem Balance führt in der europäischen Finanzpolitik, die allen dann ganz genehm kommt. Könnte ja sein. Aber das wissen wir nicht, weil er nicht da ist. Lassen Sie mich noch mal, wir wollen dann auch gleich noch mal öffnen ein bisschen, damit Sie auch mit Herrn Moscovici ein bisschen ins Gespräch kommen. Die Zeit ist zwar kurz, aber die Chance sollte sein. Lassen Sie mich trotzdem noch einmal fragen nach der Rolle Deutschlands in Europa. Es ist das Land, das große, starke Land in der Mitte des Kontinents mit mehr Nachbarstaaten als jedes andere Land. Und diese Lage hat immer wieder zu Spannungen geführt, aus der Geografie heraus. Und aus der Geografie können wir uns nicht befreien, aus der Geschichte können wir lernen. Hat dieses Land diese Lehren wirklich gezogen, dass Sie als Franzose, der heute in der Europäischen Kommission sitzen, vor diesem Land braucht man eigentlich keine Sorgen mehr haben? Man muss sich nicht vor ihm fürchten, sondern man kann mit ihm kooperieren, weil es eines eben auch begriffen hat. Wir müssen nicht nur mit den großen Nachbarn klarkommen, sondern wir müssen auch die Interessen der kleineren Nachbarstaaten, wenn man übrigens wieder bei Helmut Kohl, auch die Interessen der kleinen Nachbarstaaten immer in Rechnung stellen. Aucun doute là-dessus. Je pense qu'il ne faut pas avoir une vision biaisée, une peur de l'Allemagne qui naîtrait d'une expérience historique qui est derrière nous. Au contraire, c'est parce que cette expérience historique est derrière nous qu'il faut être attaché à une vision européenne où l'Allemagne prend sa place et à une relation franco-allemande absolument privilégiée. On a tous nos histoires. Moi, mon histoire, elle est simple. Je suis juif d'origine. Je suis né en 1957. Pendant la guerre, ma mère était en France. Elle est d'origine polonaise. Elle a passé 5 ans dans un village en Lozère, abrité par des Justes des Nations. Et mon père était né à Braila, en Roumanie. Il est venu en France en 1947. Il a passé 5 ans dans un camp de travail fasciste roumain. Et il a survécu à la fin
au froid, aux persécutions. Et mes parents, le message qu'ils m'ont passé quand je suis né, tout de suite, et ce qui a fait de moi un Européen, quels que soient mes engagements politiques, l'Europe passe avant les engagements politiques. C'est, eh bien maintenant, la donne historique a changé. Avec l'Allemagne, il ne faut pas la craindre, il ne faut pas avoir peur que cela recommence. Il faut aller de l'avant et créer quelque chose qui soit résolument différent. Et l'Allemagne d'aujourd'hui, bien sûr, elle est marquée aussi par ses blessures. Elle a cette forme de surmoi qui fait qu'elle se méfie parfois d'elle-même, de son rapport à la puissance, peut-être à la défense, à un certain rôle politique, de moins en moins. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est vraiment un passé dont on doit se souvenir, parce qu'il faut de la mémoire, mais dont il ne faut pas craindre la répétition. Il faut inventer une nouvelle histoire. Et de ce point de vue-là, l'Europe, non, le fait d'être au milieu n'est pas un handicap pour l'Allemagne, c'est une force extraordinaire. Vous avez, je crois, 9 frontières avec des pays européens. Vous êtes au milieu, vous êtes entre l'Est et l'Ouest, entre la nouvelle et la vieille Europe. Ce qui fait que l'Allemagne peut à la fois être le pays qui plaide pour l'unité à 27 et pour la concentration à 19 dans la zone euro. Et l'Allemagne est au cœur des politiques. Vous savez, comme Français, moi je l'ai vu, pourquoi est-ce que le Front National est si fort en France? Pourquoi est-ce que les Français sont aussi réticents par rapport à l'Europe? Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un moment Macron, mais il y a quand même aussi un fond populiste qui demeure en France. Pourquoi? J'ai cherché. Et moi, je vous donne ma réponse. Ma réponse, c'est que, au moment de l'élargissement, l'Allemagne s'est sentie renforcée parce qu'elle s'était réunifiée, parce qu'elle est au cœur de cette nouvelle Europe. La France s'est sentie décentrée et déclassée. La France, au fond, vous parliez de François Mitterrand tout à l'heure, et oui, son histoire avait joué, mais il y avait aussi autre chose géopolitiquement. Il y avait l'idée que la France était la grande puissance politique, pendant que l'Allemagne était le géant économique, dans une Europe à 6, à 9, à 12. Donc, il y avait ce partage des tâches implicite. À nous, la politique, à l'Allemagne, l'économie. Et quand l'élargissement est arrivé, la France a constaté qu'elle n'était plus au centre, qu'elle était sur un côté. Elle a constaté qu'elle n'était plus la seule puissance politique, mais que l'Allemagne était devenue aussi une puissance politique. Donc, de ce point de vue-là, vous avez beaucoup d'atouts que la France n'a pas. Moi, je souhaite que la France reprenne la fierté d'elle-même, la confiance en elle-même. Ce qu'un jeune président pro-européen peut apporter à la France, pour moi, c'est beaucoup ça. C'est de la confiance. C'est le sentiment que voilà, la France est de retour, qu'elle est là avec sa propre fierté. Sie haben Deutschland geografisch als in der Mitte Europa liegen zwischen Ost und West beschrieben. Das hatte aber natürlich auch immer politische oder konnte politische Folgewirkungen haben. Deutschland hat auch manchmal politisch natürlich zwischen Ost und West geschwankt und ist als ein Wanderer zwischen den Welten, wie wir das nennen, wahrgenommen worden. Nach Ihrem Eindruck heute ist Deutschland, das ja einen viel längeren Weg nach Westen sozusagen zurückgelegt hat als Frankreich, als Großbritannien, ist es heute endgültig im Westen angekommen? Ich frage das deshalb, weil ich mich erinnern kann, das liegt nicht lange zurück. Da ging es um Libyen, ich glaube vor 6 Jahren war das, als sich Deutschland plötzlich im UN-Sicherheitsrat gegen England, Frankreich, Amerika stellte und man plötzlich das Gefühl hatte, da gab es eine große Irritation in all diesen 3 Ländern bei der Frage, steht Deutschland hinter dem gemeinsamen Entschluss, diese Intervention in Libyen mitzutragen. Und da kam plötzlich sehr schnell wieder diese alte Sorge, ist Deutschland wirklich in diesem Westen so angekommen, wie wir das immer eigentlich gehofft hatten. Gibt es diese Sorge bei Ihnen heute noch, des Wanderers zwischen den Welten, oder war das vielleicht nur ein kurzer, kleiner Moment, der aber keinen Anlass zu wirklicher Sorge bedeutet? Non, je pense que c'était lié à des positions qui pouvaient être des positions allemandes dont je ne connais pas tous les déterminants, je l'avoue, mais qu'on ne pouvait pas interpréter comme étant une difficulté à se situer. L'Allemagne, par son histoire, pardonnez-moi, aujourd'hui la Grande Allemagne est centrale, mais l'Allemagne avec laquelle nous avons créé l'Union européenne était à l'ouest. C'était la République fédérale allemande, c'était ce que, quand j'étais enfant à l'école, on appelait l'Allemagne de l'Ouest, par rapport à l'Allemagne de l'Est. Et c'était un pays qui appartenait à l'OTAN, qui était dans toutes les alliances, qui était très proche des États-Unis.
à bien des égards. Donc non, je pense que cette ambiguïté-là, on ne la ressent pas. Ce qu'on pourrait se demander à propos d'une décision comme celle-là, c'est si à tel ou tel moment, l'Allemagne n'est pas capable, plus que dans le passé, d'affirmer sa propre puissance ou sa propre vision par rapport à des partenaires, alors qu'auparavant, elle était plus retenue sur ces sujets-là. C'est ça mon interprétation. Ce n'est pas une interprétation d'ambiguïté, c'est une affirmation de soi. C'est un peu différent. Meine Damen und Herren, Sie haben wahrscheinlich auch viele Fragen. Wir haben nicht Zeit für viele Fragen, aber für ein paar Fragen haben wir Zeit. Und deswegen würde ich Sie jetzt einladen, diese Fragen zu stellen. Und dann fange ich bei Ihnen gerne an, bei Ihnen weiter. Frau Kalweit, Frau Augstein, und dann ist wahrscheinlich die Zeit auch fast schon rum. Wenn Sie sich kurz vorstellen könnten und sagen, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Andreas Wersching, Institut für Zeitgeschichte in München. Ich habe sehr viel Sympathien für die Auffassung, dass Deutschland währungspolitisch, finanzpolitisch mehr Pflichten übernehmen müsse und auch gerade jetzt auf die Vorschläge von Macron zugehen muss. Ich frage mich aber, ob bei diesem virtuellen Zwiegespräch mit dem deutschen Finanzminister letzterer nicht auch sagt, wir können in Deutschland nicht alles durchsetzen. Wir haben heute Morgen sehr viel darüber gesprochen, über die Frage, ob die europäische Integration nicht ein Top-Down-Projekt ist, was von Eliten, von den europäischen Eliten, ich bin nicht der Meinung, dass das darin aufgeht, aber das wird immer wieder gesagt, von den europäischen Eliten erfunden wird und die Partizipation der Stimmbürgerschaft, der Wähler zu gering ist. Und wir haben noch das große Problem, dass alles, was in Richtung, ich sage mal, Transfer, Union, Haftungsgemeinschaft und so weiter geht, in Deutschland, ich glaube, da kann man nicht drüber hinwegsehen, extrem unpopulär ist. Und die große Gefahr, die ich sehe, ist die, je mehr das in Deutschland gepusht wird, aus sehr guten europäischen Gründen, auch im deutschen Interesse liegend. Also ich persönlich glaube auf jeden Fall, dass gerade weil die Bundesrepublik natürlich auf Europa angewiesen ist, es durchaus im deutschen nationalen Interesse liegt, hier die entsprechende Flexibilität zu zeigen und sich auch von meines Erachtens veralteten Dogmen der Austerität und der Stabilität vielleicht zu verabschieden. Trotzdem ist das große Risiko meines Erachtens, dass wenn man das überdreht in Deutschland, dass dann die Wahlergebnisse entsprechend aussehen werden. Also meine Frage ist eigentlich, berücksichtigen Sie das im Dialog mit dem deutschen Finanzminister auch, dieses Problem, wie man der deutschen Stimmbürgerschaft, dem deutschen Wähler verkaufen oder erklären kann, dass es im deutschen Interesse liegt, ja, ich sag mal, den ganzen Stabilitätspakt des Euro, um den es ja letztlich geht, auch etwas zu modifizieren. Alors, première chose, je crois que il ne faut pas penser que la Commission européenne ou des Européens comme moi, très attachés à l'intégration européenne, pensent en quoi que ce soit qu'une transfer union, une union de transfert, soit la solution. Nous venons de sortir une note de réflexion sur la zone euro qui ne propose pas une union de transfert, qui ne propose pas d'aller faire des eurobonds, ou alors à la fin du processus d'intégration, puisqu'à ce moment-là, il y aura une vraie mutualisation si ça se produit. Nous sommes très conscients des réticences qui peuvent aller ici à l'encontre d'un tel projet. Je disais tout à l'heure, je peux être favorable au partage des risques. Je sais que Wolfgang Schäuble est pour la réduction des risques, et donc il faut faire les deux. Je peux être tenté par la solidarité. Je sais qu'il faut de la responsabilité. Je suis commissaire européen, je suis un homme qui souhaite de la flexibilité, mais je suis là avant tout pour faire respecter les règles. Je ne pense pas non plus qu'il faille changer les règles. Je pense qu'il faut parfois changer la manière dont on les applique, l'esprit des règles, et peut-être ajouter autre chose qui soit de l'ordre de la solidarité. Alors, comment convaincre? Première chose, c'est le rappel de ce que je disais sur le populisme. Le populisme n'est pas mort parce qu'il a perdu des élections. Le populisme, il est là. Son danger est là. La seule réponse au populisme, c'est de rendre l'Europe populaire. Pour que l'Europe soit populaire, il faut qu'elle bénéficie à tous ses citoyens, pas seulement à quelques-uns de ses citoyens. Et si j'étais ici, j'essaierais de dire, mais je ne suis pas un homme politique allemand, que l'Allemagne est suffisamment forte, suffisamment riche,
avec ses excédents massifs, 9% du PIB d'excédent courant, qu'elle n'a pas à craindre des autres, que justement, elle a intérêt, c'est son intérêt, que l'Italie, la Grèce, l'Espagne, le Portugal se portent mieux qu'aujourd'hui, qu'il ne s'agit pas d'exporter son propre modèle, mais d'utiliser les marges de manœuvre dont elle dispose pour elle-même et pour les autres. Pour elle-même, je connais bien l'Allemagne, je pense la connaître assez bien, et je crois que vous avez une force économique extraordinaire, mais vous n'avez pas les infrastructures à la hauteur de votre force économique. Il y a besoin d'investissement en Allemagne. Wolfgang Schäuble ne dirait pas le contraire. Il y a aussi besoin d'investissement ailleurs qu'en Allemagne. Donc, c'est ça qu'il faut absolument rechercher. Parce que, soyons conscients que si l'Europe n'est pas populaire, à la fin, le populisme reviendra par d'autres formes. Alors, Wolfgang, je ne suis pas son porte-parole, mais il me répondrait qu'il sait qu'en Bavière ou ailleurs, il y a des électeurs qui ne sont rassurés que si l'on parle de stabilité. Et Wolfgang Schäuble, qui est un conservateur, autant que je suis un socialiste, peut-être encore plus conservateur que je ne suis socialiste, je pense que c'est quelqu'un qui cherche à faire en sorte de ne laisser aucun espace à droite. Il n'a pas envie que l'AfD progresse sur ces terres. Et pour l'empêcher, il en rajoute sur la stabilité. Mais à un moment donné, il faudra aussi qu'il y ait une forme d'ouverture. Alors, je ne veux pas m'intégrer davantage dans le débat politique allemand. On verra ce que donnent les résultats. Mais je pense que après les élections allemandes, je parlais de fenêtre d'opportunité, c'est là où il faudra tirer le bon missile qui permet d'avoir une union économique et monétaire plus performante. Jusqu'où ira l'ambition? Je ne sais pas. Les propositions de la Commission sont sur la table. Ce sont les miennes. Franziska Ockschön. Eugen Kotte. Achso, Entschuldigung. Ja. Können wir die Frage vorziehen und dann Sie und dann. Alors, même sans la Grande-Bretagne, qui s'est engagée à freiner le processus d'intégration européenne, même sans la Grande-Bretagne, l'Europe a beaucoup de problèmes. Ce n'est pas pour rien que vous venez de dire que l'Europe doit être réformée. Mais comment l'effectuer, étant donné que les 27 ne sont jamais d'un seul avis? Donc, ma question, est-ce que pour ce qu'on appelle l'Europe des deux vitesses? Je ne suis pas pour l'Europe à deux vitesses. Je n'ai jamais été pour l'Europe à deux vitesses. Je pense que ça pose des problèmes philosophiques, des problèmes historiques, des problèmes démocratiques. Au nom de quoi certains décréteraient-ils qu'il y a une partie de l'Europe qui est en deuxième division, qui ne bénéficie pas du bienfait commun? L'Europe, telle que je la conçois, c'est une union entre égaux, des pays qui sont certes inégaux par leur taille, leur économie, mais qui sont égaux par leurs droits. C'est une Europe inclusive. Quand on a fait l'élargissement, si on avait dit aux Hongrois, aux Polonais, aux Roumains, aux Bulgares et aux autres, vous allez adhérer, oui, mais vous allez être juste des citoyens de deuxième catégorie. Non, on les a fait adhérer à tout. Quand on a un championnat de France de foot ou d'Allemagne de foot, il y a une Ligue 1 et une Ligue 2. Pour descendre en Ligue 2, il faut être dans les derniers du championnat. Pour monter en Ligue 1, il faut être dans les premiers du championnat de la Ligue 2. Là, vous n'avez pas de critères qui permettent d'aller dans ce sens-là. Et donc, je pense qu'il est très important, et là je rejoins Mme Merkel, de travailler sur l'unité à 27. Et il faut trouver des sujets sur lesquels on avance ensemble. Lesquels? Le premier d'entre eux, c'est la sécurité. Sécurité intérieure et sécurité extérieure. J'ai dit tout à l'heure que j'admirais que Mme Merkel ait eu de la générosité par rapport aux migrants. J'aurais aimé qu'en France, on en ait eu plus à l'époque. Mais être généreux, ce n'est pas être naïf. Il faut aussi être capable de protéger sa frontière extérieure. Je pense que le moment est venu d'aller vers une défense européenne. Tout le monde n'y sera peut-être pas, mais elle doit être ouverte à tous. Et puis, il y a tous les projets qui concernent le marché intérieur. Le marché intérieur, c'est notre bien commun. C'est la raison pour laquelle la Commission européenne propose une unité des marchés de capitaux, pour laquelle elle propose un marché
unique en matière de transport, en matière d'énergie, en matière de numérique. Votre commissaire Günther Oettinger, avant de devenir commissaire au budget, a lancé cela avec son vice-président Andrus Ansip. Donc il y a des sujets unitaires. Donc si je suis pour la géométrie variable et pour les sujets unitaires, vous allez me dire, est-ce que je suis pour la même chose pour tout le monde? Non, je suis pour la géométrie variable. C'est-à-dire que sur certains sujets, si certains pays ont envie d'aller plus loin, qu'ils le fassent. Et ça existe déjà. Je vais donner 2 exemples. La première coopération renforcée, qu'est-ce que c'est? L'euro à 19. Je pense que ce n'est pas parce qu'on veut garder l'unité des 27 qu'il ne faut pas avancer à 19. Il faut faire les deux. Il faut la jambe de l'unité et il faut la jambe de l'intégration de la zone euro. Autre exemple de coopération renforcée, c'est Schengen. Tout le monde n'est pas dans Schengen, à commencer par les Britanniques qui n'y étaient pas. Eh bien, on doit être capable aussi d'avancer. Et on peut inventer beaucoup de sujets sur lesquels on peut aller plus loin, dans la matière de recherche, d'éducation. Je suis commissaire à la fiscalité, vous l'avez dit au début. En matière fiscale aussi, on peut avoir des projets à quelques-uns. Je vais en prendre un. Ce n'est pas forcément le meilleur exemple parce qu'on n'a pas encore sorti l'affaire de son ornière, mais la France et l'Allemagne, Wolfgang Schäuble et moi, il y a 5 ans, on a proposé une coopération forcée pour une taxe sur les transactions financières qui permettrait de financer le développement ou la lutte contre le réchauffement climatique. On n'y est pas encore arrivé, mais il y a 10 pays dans cette coopération renforcée, dont les 4 grandes économies de la zone euro, France, Allemagne, Italie, Espagne. Je ne sais pas si ça va marcher, mais il peut y avoir d'autres projets qu'on fait à quelques-uns en matière fiscale. Quand la France et l'Allemagne créent ensemble un groupe de travail dont un des sujets principaux, ça va être la convergence fiscale entre la France et l'Allemagne, je dis oui, je dis même bravo, et je souhaite qu'il y ait des débouchés concrets en la matière et rapides. La France a besoin de rapprocher sa fiscalité de l'Allemagne. Elle a besoin notamment d'abaisser son impôt sur les sociétés. Je crois que ça, c'est tout à fait important. Donc vous voyez que, je dirais, l'Europe unie, l'Europe des droits, l'Europe des égaux, et la géométrie variable pour ne pas empêcher ceux qui veulent mener des projets qui vont plus loin, la logique de projet ensemble. C'est ça la vision que je m'efforce de développer depuis longtemps. Et c'est la raison pour laquelle je crois autant à l'euro. Je pense que ce serait une erreur historique de freiner l'intégration de l'euro parce qu'on veut l'Europe des 27. Je dis bien historique. L'euro demain, c'est 85% du PIB de l'Union et c'est là où est le cœur économique de l'Europe. Et quand on a un cœur économique, on a aussi besoin d'avoir une vraie politique économique et une vraie démocratie. C'est le sens des propositions que fait la Commission et je crois qu'il faudra quand même y réfléchir sérieusement et pas avec des préjugés. Vielen Dank. Die Zeit drängt. Eine kurze Frage, wenn ich darum bitten darf. Eugen Kotte, Universität Vechta. Ich versuche es ganz kurz zu machen. Blicke in die jüngste Vergangenheit. Ich erinnere mich an den Anfang des Gesprächs, in dem Sie freundlicherweise gesagt haben, wir haben es mit einer Kanzlerin zu tun, die im Bewusstsein zwar von Stärke, aber gleichzeitig auch von Grenzen sozusagen des Agierens sich in Europa verhält. Meine Frage ist jetzt nur, nicht nur, weil wir Wahlkampf haben, sondern auch, weil wir eben in der jüngsten Vergangenheit mit diesen beiden Problemen stark konfrontiert waren. Erstens, Griechenlandhilfen ist schon gefallen vorhin. Zweitens, die Flüchtlingsproblematik. Hat es in den Entscheidungen, die Deutschland dort maßgeblich vorangetrieben hat bzw. getroffen hat, und auch die zweite Problematik, möglicherweise mangelnden Absprachen, jedenfalls ist das der Vorwurf, der Kanzlerin gemacht wird, möglicherweise nicht doch ein bisschen viel Deutschland in Europa gegeben? Danke. Sur quel sujet? Trop imposé? Peut-être il y a un problème de traduction, peut-être. C'est pas trop imposé sur quel sujet? Vous demandiez sur quel sujet la chancelière se serait trop imposée? Ich meine beide Themen. Ich meine die deutsche Position, die sowohl bei den Griechenlandhilfen, glaube ich, eine gewesen ist, die weitestgehend umgesetzt worden ist. Und zweitens eben der Vorwurf, der gekommen ist angesichts der Flüchtlingsproblematik, die Politik, die dann hinterher stattgefunden hat, nicht abgesprochen zu haben in Europa. Mit all der Problematik, die dann hinterher
auch in Europa zu verzeichnen? Encore une fois, comme vous l'avez dit au début, le thème de notre discussion est provocateur. Et à cette provocation, je réponds de manière très simple. Non, on n'a pas à craindre d'avoir trop d'Allemagne en Europe. Non. Simplement, il faut prendre l'Allemagne comme ce qu'elle est. C'est-à-dire un pays avec lequel on est parfois d'accord, parfois pas d'accord. Sinon, on en a trop pour le coup. Et donc, il est tout à fait important de manifester accord et désaccord. Sur la crise migratoire, je l'ai déjà dit à 2 reprises, je le redis, je pense que l'attitude de Mme Merkel, en premier abord, a été une attitude humaniste et qu'elle a eu raison. Je vous ai parlé de mon histoire familiale, pardonnez-moi, j'y reviens. Quand mon père est arrivé en 1947, il était réfugié. Quand je suis né, je ne suis pas né avec un père français. Mon père n'était pas encore naturalisé. Je sais ce que c'est que la vie d'un réfugié. Un réfugié, c'est quelqu'un qui, quand il arrive quelque part, n'y arrive pas par plaisir. Il vient parce qu'il a des raisons politiques, parce qu'on en veut à sa vie. Et l'Europe s'honore d'accueillir des réfugiés. Un réfugié, c'est quelqu'un à qui on ne peut pas dire « tu vas rentrer chez toi quand ce sera fini ». C'est quelqu'un qui a vocation à rester. Donc il faut aussi savoir accueillir les réfugiés. Et Mme Merkel a eu raison. Après, c'est vrai qu'elle a rencontré des problèmes. C'est vrai que ça n'est pas simple. C'est vrai qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. C'est vrai qu'après, il y a eu des politiques de réallocation qui ont été mises en œuvre, d'ailleurs avec le concours de la Commission, qui n'ont pas eu le succès escompté. Nous faisons d'ailleurs des procédures contre les pays qui ne les appliquent pas. C'est vrai que l'épisode le plus difficile, ça a été celui de cet accord avec la Turquie de réadmission, où on a eu le sentiment qu'il aurait pu y avoir un peu plus de concertation. Mais enfin, dans l'ensemble, je pense que le premier réflexe de la chancelière a été le bon. Et que pour quelqu'un comme moi, ça m'a plus parlé que le discours du premier ministre français à Berlin, à Munich, quand il est venu pour dire que non, on en faisait trop. Non, là, j'ai été plus choqué. Je préférais Mme Merkel à Manuel Valls, le premier ministre français de l'époque, sans aucun problème. Pour ce qui est de la Grèce, je suis embarrassé. J'aurais préféré que Wolfgang soit là pour répondre à cette question. Je suis content qu'on soit parvenu enfin à un accord sur la Grèce qui ressemble à quelque chose, qui a un peu de tenue et d'ambition. Je comprends tout à fait l'idée que, justement, au nom de la stabilité, on ne souhaite pas procéder à ce qu'on appelle les haircuts, des réductions nominales de la dette, et à ce qu'on demande à la Grèce de faire des efforts. Mais je pense qu'il faut aussi comprendre à un moment donné que les Grecs ont fait beaucoup d'efforts, qu'ils ont beaucoup souffert de la crise, que c'est un pays qui a perdu 27% de son PIB, que les réformes qu'on demande à M. Tsipras de voter consistent à baisser le niveau des retraites de 30% pour certains, qu'il y a 50% de taux de chômage chez les jeunes, qu'il y a 20% de taux de chômage au total, et que notre devoir commun d'Européens, je veux dire tout simplement d'humains, à un moment donné, c'est aussi de faire en sorte qu'on offre à la Grèce une perspective qui est une perspective de croissance, d'emploi, que les jeunes Grecs retrouvent un avenir. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, l'accord qui a été passé il y a 2 jours, avec le fait que Wolfgang Schäuble a accepté aussi des compromis, n'est qu'une étape. Et il faudra qu'on traite le problème de la dette grecque dans les mois qui viennent, peut-être après les élections allemandes à nouveau. Je ne pense pas qu'il faille en rester là. Et je crois que l'Allemagne doit comprendre qu'il faut maintenant donner davantage de perspectives à la Grèce et aux Grecs et au peuple grec. Ich glaube, viele Deutsche verstehen das. Ich glaube auch, dass es gut ist, dass es diese Einigung gegeben hat am Donnerstagabend. Jetzt muss aber Wolfgang Schäuble mal vor den Deutschen Bundestag wahrscheinlich damit. Und da muss man sehen, wer sich da schlägt. Herr Moscovici. J'espère que le Parlement allemand, et je suis sûr, comprendra que l'accord qui a été passé est vraiment un accord important, positif, et positif aussi pour l'Allemagne, que c'est tout à fait important d'approuver ça. Enfin, je ne suis pas devant le Parlement allemand, c'est les ministres allemands qui vont y aller, bien sûr. Mais on compte sur le Bundestag. Vielen Dank, Herr Moscovici, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Merci à vous.
und dass Sie sich für 2 geschlagen haben. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich glaube, es gibt jetzt eine Kaffeepause, die ein bisschen kürzer geworden ist, aber ich hoffe, es hat sich gelohnt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank.